Et si les pires catastrophes aériennes étaient le fruit d'une chaîne d'erreurs inimaginables, parfois déclenchées par un détail insignifiant? Le 22 mars 2026, à l'aéroport LaGuardia de New York, un camion de pompiers fut autorisé à traverser une piste active. Quelques secondes plus tard, un avion d'Air Canada s'y écrasa à plus de 145 km/h. Le poste de pilotage fut sectionné à l'impact, et les 2 pilotes furent tués sur le coup. Le vol Air Canada 8646, un bombardier CRJ-900 transportant 72 passagers et 4 membres d'équipage depuis Montréal, venait d'atterrir sur la piste 4 peu avant minuit. Au même moment, un camion de pompiers et de secours de la Port Authority avait reçu l'autorisation de traverser cette même piste. Il intervenait pour une raison sans rapport. Une mauvaise odeur sur un vol United. Le contrôleur aérien avait autorisé à la fois l'atterrissage et la traversée. Puis, quelques secondes trop tard, il réalisa son erreur. Les enregistrements de la tour de contrôle capturèrent le contrôleur hurlant au camion d'arrêter 6 fois, mais il était déjà trop tard. L'avion percuta le milieu du véhicule à une vitesse comprise entre 150 et 169 km/h. Le nez de l'appareil fut détruit. Une hôtesse de l'air fut retrouvée à l'extérieur de l'avion, toujours attachée à son siège. Elle survécut, sa fille qualifiant cela de « miracle absolu ». 41 personnes furent transportées à l'hôpital. 2 agents de la Port Authority dans le camion subirent des fractures. Les passagers décrivirent avoir été projetés de leur siège, saignant et s'aidant mutuellement à glisser le long d'une aile pour s'échapper. 20 minutes après l'accident, la voix du contrôleur réapparut sur l'enregistrement. « Nous gérions une urgence plus tôt, dit-il. J'ai tout gâché. LaGuardia ferma pendant 14 heures. Le NTSB lança une enquête. La FAA confirma qu'elle examinait si le sous-effectif dans la tour de contrôle avait joué un rôle. Un problème qui affectait les aéroports américains depuis des années. Un atterrissage autorisé, une traversée autorisée, la même piste et le même instant. C'est tout ce qu'il a fallu. En 1972, une simple ampoule à $12 causa la mort de 101 personnes à bord du vol Eastern Airlines 401. Non pas qu'elle ait explosé, mais parce que les pilotes ne pouvaient s'empêcher de la fixer. Le 29 décembre 1972, le vol Eastern Airlines 401, un tout nouveau Lockheed TriStar transportant 176 personnes, descendait vers Miami lorsque l'équipage abaissa le train d'atterrissage. Tout s'est déployé, sauf une minuscule lumière verte, celle qui confirmait que le train avant était verrouillé, qui ne s'alluma pas. Le train fonctionnait parfaitement, mais l'ampoule était grillée, et personne ne le savait encore. Le commandant de bord, Robert Loft, informa la tour qu'ils interrompaient l'approche et demanda un circuit d'attente au-dessus des Everglades à 610 mètres d'altitude. Puis, les 3 membres de l'équipage se concentrèrent entièrement sur cette seule lumière. Ils retirèrent le module, essayèrent de le remettre en place, mais il se bloqua. L'ingénieur de vol descendit sous le poste de pilotage pour vérifier visuellement le train, mais il faisait trop sombre pour voir, et personne n'avait allumé la lumière du logement de la roue. Pendant que les 3 hommes fixaient une ampoule, personne ne pilotait l'avion. À un moment donné, quelqu'un heurta le manche de commande, le pilote automatique passa silencieusement du maintien d'altitude à un mode qui permettait à l'avion de descendre. Aucune alarme ne fut remarquée. Il faisait nuit noire au-dessus des Everglades. Pas de lumière de ville, pas d'horizon, et rien pour leur dire qu'ils perdaient de l'altitude. Pendant 4 minutes, l'avion dériva vers le bas. Une alarme d'altitude retentit une fois d'un haut-parleur près du siège vide de l'ingénieur de vol, et personne ne l'entendit. Le copilote jeta enfin un coup d'œil à ses instruments. « Nous avons fait quelque chose à l'altitude, dit-il. » Les derniers mots du commandant. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici ?» 7 secondes plus tard, l'aile gauche heurta le marais à 365 km/h. 101 personnes périrent. 75 survécurent. Beaucoup, parce que la boue du marais absorba l'impact. Le train d'atterrissage avait été verrouillé et fonctionnait tout ce temps. À l'INAT, en 2001, le contrôleur au sol ne trouvait pas l'avion sur sa carte. C'est parce que le marquage sur lequel il se trouvait n'existait sur aucune carte du bâtiment. Le 8 octobre 2001, un épais brouillard recouvrait l'aéroport de Milan-Linate. La visibilité était inférieure à 200 mètres. Un jet d'affaires Cessna Citation, transportant 4 personnes, était en train de rouler pour un vol vers Paris. Le contrôleur dit au pilote de prendre la voie de circulation R5, qui contournait la piste principale en toute sécurité, mais ils prirent la R6 à la place. Les marquages des voies de circulation étaient effacés et non conformes. Dans le brouillard, les pilotes ne pouvaient distinguer quel chemin était lequel. Ils suivirent la seule lumière verte qu'ils purent voir, et elle les mena directement vers la piste active. Lorsqu'ils atteignirent un point d'attente marqué S4, ils signalèrent leur position.
Le contrôleur n'avait aucune idée de ce qu'était S4. Ce n'était pas sur sa carte. Ce n'était sur aucune carte de la tour. C'était un ancien marquage laissé sur l'asphalte après des travaux des années auparavant que personne n'avait enlevé. Il supposa que les pilotes étaient en sécurité et leur donna l'autorisation de continuer. Ils roulèrent directement sur la piste 36R. Au même moment, le vol Scandinavian Airlines 686, un MD-87, transportant 110 personnes à destination de Copenhague, accélérait pour le décollage. L'avion percuta le Cessna à 270 km/h. Le moteur droit et le train d'atterrissage furent arrachés. Les pilotes réussirent à faire décoller l'avion à 10,7 mètres du sol pendant 12 secondes avant qu'il ne retombe, ne dérape hors de la piste et ne s'écrase contre un hangar à bagages. Les 114 personnes à bord des deux appareils périrent. 4 bagagistes dans le hangar furent tués. Un survécu avec des brûlures sur 80% de son corps. Le radar au sol de l'aéroport, flambant neuf, acheté seulement 7 ans plus tôt, n'avait jamais été allumé. Les capteurs de piste avaient été désactivés parce qu'ils se déclenchaient constamment lorsque des lièvres couraient sur le tarmac. 118 personnes, un panneau effacé, un marquage fantôme sur une carte et un radar que personne n'avait pris la peine d'allumer. En 2000, un morceau de métal, plus petit qu'une règle, détruisit l'avion le plus emblématique jamais construit, le Concorde. Le 25 juillet 2000, un DC-10 de Continental Airlines décolla de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris et perdit une bande de titane de son carénage moteur. La bande mesurait environ 43 cm de long, à peu près la longueur d'un couteau de cuisine. Elle atterrit sur la piste 26R. Personne ne la remarqua. Personne ne la ramassa. 5 minutes plus tard, le vol Air France 4590, un Concorde transportant 100 passagers pour un vol charter vers New York, commença sa course au décollage sur la même piste. À 300 km/h, le pneu gauche du Concorde heurta la bande et explosa. Un morceau de caoutchouc de 4,5 kg fut projeté vers le haut dans la partie inférieure de l'aile à 500 km/h. Il ne perça pas directement le réservoir de carburant. Il y envoya une onde de choc qui fit éclater le réservoir de l'intérieur. Le carburant se déversa à 60 litres par seconde et s'enflamma presque instantanément. Les pilotes avaient déjà dépassé la vitesse à laquelle le décollage peut être interrompu en toute sécurité. Ils n'avaient d'autre choix que de voler. Mais le feu consumait l'aile gauche. Les moteurs 1 et 2 perdirent de la puissance. Le train d'atterrissage se bloqua et ne put se rétracter, créant une traînée énorme. L'avion lutta pour atteindre 61 mètres d'altitude, mais ne put monter plus haut. L'équipage tenta de se dérouter vers l'aéroport voisin du Bourget. Les derniers mots enregistrés du commandant furent « Il est trop tard ». 90 secondes après le début de la course au décollage, le Concorde se retourna et s'écrasa sur un hôtel dans la banlieue de Gonesse. Les 109 personnes à bord périrent et 4 personnes au sol furent tuées. La bande de métal à l'origine de tout avait été installée par un mécanicien de Continental Airlines quelques jours plus tôt, utilisant du titane au lieu de l'acier inoxydable spécifié. Ce n'était pas une pièce approuvée et personne ne vérifia. Une bande, un pneu, 1 minute et 30 secondes et l'ère du vol supersonique de passagers était terminée. En 1982, le copilote du vol Air Florida répéta 3 fois au commandant que quelque chose n'allait pas et le commandant décolla quand même. Le 13 janvier 1982, Washington DC était enseveli sous un blizzard. L'aéroport national de Washington avait été fermé toute la matinée. Le vol Air Florida 90, un Boeing 737 transportant 79 personnes vers Fort Lauderdale, avait déjà 2 heures de retard. La neige s'amoncelait sur les ailes. L'équipage dégivra l'avion, puis patienta dans la file d'attente des taxis pendant 49 minutes. Au moment où ils atteignirent la piste, de la glace fraîche s'était formée sur les ailes. Le commandant choisit de ne pas faire demi-tour. Il n'activa jamais non plus le système anti-givrage des moteurs, ce qui signifiait que les capteurs de poussée transmettaient de fausses informations au poste de pilotage. Aucun des 2 pilotes n'avait une réelle expérience de la neige. Le commandant avait effectué 8 décollages hivernaux, le copilote seulement 2. Pendant la course au décollage, le copilote vit que les instruments ne correspondaient pas à la réalité. « Regardez ça », dit-il. « Ça ne semble pas normal, n'est-ce pas ?» Mais le commandant l'ignora. « Non, je ne pense pas que ce soit normal », répéta le copilote. Mais le commandant annonça les vitesses et continua. Le 737 utilisa environ 800 mètres de piste de plus que la normale avant de décoller à peine. Il atteignit 107 mètres, puis commença à s'enfoncer. Le vibreur de manche se déclencha, avertissant l'équipage que l'avion était sur le point de décrocher. Le commandant savait qu'il tombait. Le copilote l'appela par son nom, le suppliant de faire quelque chose, mais il n'y avait plus rien à faire.
30 secondes après le décollage, l'avion s'écrasa sur le pont de la 14e rue au-dessus du Potomac, heurta 7 véhicules et plongea à travers la glace dans le fleuve glacé. 78 personnes périrent, 74 dans l'avion et 4 sur le pont. 5 survivants s'accrochèrent à la section de queue, dans une eau à peine au-dessus de 0 degré Celsius. L'un d'eux, Harland D. Williams Jr., continua de passer la ligne de sauvetage aux autres au lieu de la prendre lui-même. Et quand l'hélicoptère revint pour lui, il avait disparu. À Überlingen, en 2002, l'ordinateur ordonna aux pilotes de monter, le contrôleur leur dit de descendre. Ils suivirent l'homme, et 71 personnes périrent, dont 52 enfants. Dans la nuit du 1er juillet 2002, 2 avions volaient, à 10 973 mètres d'altitude, au-dessus du sud de l'Allemagne. Le vol Bashkirian Airlines 2937, un Tupolev transportant 69 personnes de Moscou à Barcelone, dont 45 écoliers, et le vol DHL 611, un Boeing 757 cargo, avec 2 pilotes, en provenance d'Italie et à destination de Bruxelles. Ils étaient sur une trajectoire de collision, et la seule personne qui aurait pu l'empêcher travaillait seule. Peter Nielsen, le contrôleur de Skyguide à Zurich, gérait 2 postes de travail par lui-même. Son collègue était parti dormir. Le système d'avertissement de collision était désactivé pour maintenance. Les téléphones étaient en panne. Nielsen était distrait par un vol sans rapport. Il vit les 2 avions converger 43 secondes avant l'impact et ordonna au Tupolev de descendre. Mais au même moment, le TIAS, le système automatique d'évitement de collision, ordonna au Tupolev de monter et à l'avion DHL de descendre. Si les 2 équipages avaient suivi l'ordinateur, ils se seraient séparés en toute sécurité. Les pilotes de DHL obéirent au TCAS et descendirent, mais l'équipage russe suivit Nielsen et descendit également. Les 2 avions plongeaient maintenant vers la même altitude. 8 secondes avant l'impact, l'équipage russe vit le 757 venir de la gauche. Ils tentèrent de monter, mais il était trop tard. Les avions entrèrent en collision à un angle presque droit. La queue du 757 trancha le fuselage du Tupolev. Les 2 appareils tombèrent du ciel. Les 71 personnes périrent. De nombreux corps d'enfants furent retrouvés dans un champ près du lieu de l'accident. 2 ans plus tard, Vitali Kaloyev, un architecte russe qui avait perdu sa femme et ses 2 enfants dans l'accident, retrouva Nielsen chez lui près de Zurich et le poignarda à mort devant sa famille. Il fut condamné à 3 ans de prison et, à son retour en Russie, fut traité en héros. À Charki Dadri, en 1996, les 2 avions se trouvaient sur la même voie aérienne, l'un montant et l'autre descendant. Le contrôleur ne pouvait pas voir leur altitude et 349 personnes périrent. Le 12 novembre 1996, le vol Saoudi 763, un Boeing 747 transportant 312 personnes, décolla de Delhi en direction de Jeddah. Au même moment, le vol Kazakhstan Airlines 1907, un Ilyushin avec 37 personnes à bord, descendait vers Delhi sur le même couloir. En 1996, Delhi n'avait qu'une seule voie aérienne civile pour les arrivées et les départs. Les avions montants et descendants partageaient la même bande de ciel. Le contrôleur autorisa le 747 à monter à 4267 mètres. Il autorisa l'avion kazakh à descendre à 4572 mètres. Une séparation de 305 mètres. C'était toute la marge. L'équipage kazakh déclara avoir atteint 4572 mètres, mais ce n'était pas le cas. L'enregistreur de vol les montrait à 4420 mètres et toujours en descente. Le commandant parlait à peine anglais. Toutes les communications passaient par l'opérateur radio, qui ne pouvait pas voir le tableau de bord depuis sa position. L'équipage utilisait des altimètres métriques, en mètres et kilomètres, mais Delhi utilisait des pieds et des milles nautiques. Qu'ils aient mal lu l'altitude ou mal compris l'instruction, personne ne le saura jamais. Le contrôleur n'avait aucun moyen de le détecter. Le radar de Delhi affichait la distance et la direction, mais pas l'altitude. Il informa les 2 équipages de la position de l'autre. L'opérateur radio kazakh accusa réception. Maintenant, je regarde le 1907. Quelques secondes plus tard, un pilote de l'US Air Force à proximité signala une grosse explosion à sa position de 2 heures. L'aile de l'avion kazakh avait tranché l'aile gauche du 747. Le Boeing partit en spirale et s'écrasa au sol à plus de 1100 km/h. L'Ilyushin s'écrasa dans un champ voisin. Les 349 personnes périrent. Ce fut la collision en vol la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation. Après l'accident, l'Inde rendit les systèmes d'évitement de collision obligatoires sur tous les aéronefs et le reste du monde suivit. Tenerife, 1977, 583 morts.
La pire catastrophe aérienne de l'histoire. Et elle commença par un seul mot mal entendu. Le 27 mars 1977, 2 Boeing 747, un de KLM et un de Panam, étaient bloqués sur l'île de Tenerife. Aucun des deux n'était censé être là. Une bombe à leur destination à Grande Canarie les avait déroutés vers Los Rodeos, un petit aéroport qui ne pouvait pas les gérer. Le tarmac était si bondé que les avions devaient rouler sur la piste elle-même pour atteindre leur position de décollage. Puis le brouillard arriva. La visibilité chuta en dessous de 100 mètres. La tour ne pouvait voir aucun des deux avions. L'aéroport n'avait pas de radar au sol. Le KLM roula jusqu'au bout de la piste et fit demi-tour pour le décollage. Le Panam suivit sur la même piste, ayant reçu l'ordre de sortir à la 3e voie de circulation, mais les sorties n'étaient pas marquées. L'équipage manqua son virage. Ils étaient toujours sur la piste. Le commandant du KLM, Jacob Van Zanten, instructeur en chef de la compagnie aérienne et son pilote le plus célèbre, était impatient de partir. Son copilote informa par radio « Nous sommes maintenant au décollage ». Le contrôleur répondit « D'accord ». Puis il ajouta « Attendez pour le décollage. Je vous appellerai ». Mais un appel radio simultané du Panam créa un grésillement d'interférence qui bloqua la seconde moitié du message. Van Zanten n'entendit que « D'accord ». Il relâcha alors les freins. Son ingénieur de vol demanda « N'est-il pas clair que c'est le Pan American ?» Van Zanten répondit « Oh oui ». Et il continua. Dans le poste de pilotage du Panam, les lumières du KLM apparurent à travers le brouillard, droit devant. Grubbs poussa les manettes des gaz à fond et tira désespérément l'avion vers la gauche. Van Zanten les vit et tira désespérément sur le manche, traînant sa queue le long du pavement sur 21 mètres. Il faillit les éviter, mais les moteurs du KLM traversèrent la section médiane du Panam. Le KLM explosa à l'impact. Les 248 personnes à bord périrent. Sur le Panam, 335 des 396 personnes furent tuées. 61 survécurent. La plupart sortirent sur l'aile par des trous dans le fuselage en feu. 583 personnes, une voie de circulation manquée, un appel radio bloqué et un commandant si sûr qu'il était autorisé qu'il n'attendit pas de vérifier.